living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Une annonce de dernière minute en provenance de Buckingham Palace vient de briser le calme qui régnait au sein de la monarchie britannique. Ce qui devait être une annonce de routine s'est transformé en un événement bien plus dévastateur. La confirmation que nous redoutions tous concernant Catherine, princesse de Galles, est enfin arrivée et ses implications sont stupéfiantes. Les grilles majestueuses du palais de Buckingham ont été témoins d'innombrables moments historiques, mais peu sont comparables à ce qui vient de se dérouler. À 11h45 précise ce matin, le service de presse du palais a publié un communiqué qui a provoqué une onde de choc au Royaume-Uni et dans le monde entier. Ces mots, soigneusement choisis mais d'une clarté accablante, ont confirmé ce que beaucoup redoutaient tout en espérant que cela ne se produise pas. Catherine, princesse de Galles, incarnation même de la grâce et de la résilience royale moderne, est confrontée à une épreuve bien plus grave que ce qui avait été publiquement admis. Le communiqué, diffusé par les voix officielles et immédiatement repris par tous les grands médias, a révélé que l'état de santé de Catherine a pris une tournure inattendue et profondément inquiétante. Alors que le palais avait annoncé en mars 2024 que Catherine suivait une chimiothérapie préventive après une opération abdominale, l'annonce d'aujourd'hui est bien plus alarmante. Le cancer, découvert lors de cette première intervention en janvier, s'est révélé plus agressif qu'on ne le pensait initialement. Les experts médicaux conseillant la famille royale ont recommandé un protocole de traitement prolongé et intensifié qui obligera Catherine à se retirer complètement de ses fonctions publiques pour une durée indéterminée. Le correspondant royal Jonathan Sacerdote fut parmi les premiers à analyser en direct à la télévision les implications de ces déclarations. Sa voix, d'ordinaire posée et professionnelle, était empreinte d'une gravité indéniable lorsqu'il expliqua que le langage employé dans les communiqués du palais n'est jamais anodin. Chaque mot est examiné, débattu et approuvé au plus haut niveau. Lorsque le palais emploie des termes comme « traitement prolongé » et « durée indéterminée », il signale quelque chose de bien plus grave qu'un simple contretemps passager. Il ne s'agit pas de quelques mois de congé pour se remettre d'interventions de routine. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années qui se bat pour sa vie tout en essayant de protéger ses 3 jeunes enfants de l'horreur de ce qu'elle endure. Quelques minutes après l'annonce, les réseaux sociaux se sont enflammés. Sur Twitter, désormais appelé X, le nom de Catherine est devenu un sujet tendance mondiale. Le hashtag #PrayForCatherine s'est hissé à la première place dans plus de 50 pays. Les publications Instagram des comptes de fans de la famille royale ont cumulé des millions de vues en 1 heure seulement. Mais au-delà de cette frénésie sur les réseaux sociaux, un phénomène plus profond se produisait. Des personnes qui ne s'étaient jamais particulièrement intéressées à la monarchie se sont senties profondément touchées par la tragédie qui se déroulait. Voici une femme qui avait tout fait comme il faut, qui s'était consacrée au service public, qui avait élevé ses enfants avec une remarquable normalité malgré leur situation extraordinaire, confrontée désormais au pire cauchemar de tout parent. Le moment choisi pour cette annonce est particulièrement cruel. Le mois dernier encore, Catherine avait fait ce que beaucoup considéraient comme un retour triomphal à la vie publique en assistant à la cérémonie du jour du souvenir au cénotaphe. Elle se tenait sur le balcon, impeccablement vêtue de noir, d'un calme absolu, aux yeux du monde entier. Elle semblait se rétablir, recouvrant peu à peu la santé après une année difficile. En coulisses. Cependant, une toute autre réalité se déroulait. Des examens médicaux réalisés fin novembre ont révélé des complications inattendues. Les cellules cancéreuses, que les médecins espéraient avoir complètement éradiquées, présentaient des signes d'activité dans des zones qui ont plongé l'équipe médicale dans l'angoisse. Des sources proches du palais, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont décrit un chaos organisé dans les heures précédant l'annonce d'aujourd'hui. Les membres les plus importants de la famille royale ont été informés tard hier soir lors de réunions d'urgence. Le roi Charles, qui continue de lutter contre son cancer diagnostiqué en début d'année, aurait été profondément affecté. Le prince William, qui a été un soutien indéfectible pour Catherine durant cette épreuve, a dû prendre la décision finale de révéler toute la vérité au grand jour. L'alternative, qui consistait à maintenir les apparences et à faire comme si de rien n'était, était devenue intenable. Les réalités médicales ont parfois des conséquences dramatiques, et la famille royale a été contrainte d'agir de la manière la plus déchirante qui soit. Pour saisir toute la portée de l'annonce d'aujourd'hui, il nous faut revenir au point de départ de ce cauchemar. Le 16 janvier 2024 devait être un jour comme les autres dans la vie soigneusement orchestrée de la princesse de Galles.
Au lieu de cela, il marqua le début d'une période sombre que Catherine n'aurait jamais pu imaginer. L'opération abdominale programmée, décrite à l'époque comme une réussite et pour une affection bénigne, révélait une réalité bien plus sinistre. Lors de l'intervention à la London Clinic, l'un des hôpitaux privés les plus prestigieux de Grande-Bretagne, les chirurgiens ont découvert des anomalies nécessitant une biopsie immédiate. Les résultats, reçus quelques jours plus tard, ont tout changé. Le cancer, ce mot qui sème la terreur dans le cœur de millions de personnes, faisait désormais partie de la réalité de Catherine. Mais il ne s'agissait pas d'un diagnostic anodin. Le type précis et la localisation, des détails que le palais a jalousement gardés, laissaient présager une forme particulièrement agressive nécessitant un traitement immédiat et intensif. Les experts médicaux, s'exprimant de manière générale sur ce type de cas, expliquent que lorsqu'un cancer est découvert fortuitement, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée pour d'autres raisons, cela signifie souvent que la maladie progressait silencieusement, sans avoir été détectée. C'est cette progression silencieuse qui la rend si dangereuse. La décision de Catherine de suivre une chimiothérapie préventive, annoncée au monde entier dans ce message vidéo poignant diffusé en mars, était présentée comme une mesure de précaution. Elle s'est exprimée avec sa dignité habituelle, expliquant que si l'opération avait été un succès, des examens avaient révélé la présence d'un cancer et que son équipe médicale lui avait recommandé la chimiothérapie comme traitement le plus approprié. Ce qu'elle n'a pas dit, ce qu'elle ne pouvait pas dire sans provoquer la panique, c'est que ses médecins étaient très inquiets de la présence de cellules cancéreuses microscopiques qui auraient pu se propager au-delà de la zone opérée. Le traitement de chimiothérapie que Catherine a subi était éprouvant. Des amis proches de la famille ont confié discrètement que les effets secondaires étaient bien pires que prévu. Les nausées, la fatigue, la perte de cheveux qu'elle parvenait à dissimuler grâce à des coiffures expertes et des perruques lors de ses brèves apparitions publiques. Chaque cycle de traitement l'affaiblissait davantage. Pourtant, elle persévérait avec la même détermination qui a toujours caractérisé son rapport à la vie royale. Elle voulait vaincre cette maladie. Elle devait la vaincre. George, Charlotte et Louis avaient besoin de leur mère. Durant le printemps et l'été 2024, Catherine s'est faite très discrète. Les rares photos publiées par le palais de Kensington montraient une femme qui s'efforçait de préserver une vie normale pour ses enfants. Portraits d'anniversaire, clichés de famille pris sur le vif, moments soigneusement mis en scène pour rassurer le public et lui donner l'impression que la princesse se rétablissait. Mais ceux qui savaient lire entre les lignes y ont décelé des signes inquiétants. La perte de poids était flagrante. Le placement soigné sur les photos, destiné à dissimuler les effets du traitement, était flagrant. L'annulation de ses apparitions à des événements auxquels elle aurait normalement assisté sans hésiter. En septembre, lorsque Catherine a publié une vidéo annonçant la fin de sa chimiothérapie, un optimisme prudent s'est fait jour. Elle a parlé de soulagement, de son impatience de reprendre ses engagements publics, de la lumière au bout du tunnel. Les images familiales la montraient riant avec William et leurs enfants dans la campagne du Norfolk. On aurait dit une célébration triomphale, une déclaration solennelle de sa victoire contre toute attente. Cependant, les professionnels de santé qui ont visionné la vidéo ont relevé la prudence des propos tenus. Elle a dit que sa chimiothérapie était terminée et non qu'elle était guérie du cancer. Elle a parlé d'une nouvelle phase de convalescence et non d'une guérison. Ces nuances sont essentielles. L'automne a marqué un retour progressif aux engagements royaux. Catherine a fait une apparition à Wimbledon en juillet, une sortie publique brève mais significative. Elle a assisté à la cérémonie du souvenir en novembre, affichant la dignité et la grâce qui la caractérisent. Chacune de ces apparitions était soigneusement orchestrée, son emploi du temps minutieusement planifié en fonction de son niveau d'énergie. Ce que le public ignorait, c'est que derrière chacune de ces apparitions se cachaient de longues consultations médicales, une surveillance étroite et une inquiétude croissante chez ses médecins. Les examens qui auraient dû révéler des progrès évidents ont au contraire mis en évidence des anomalies, de petites zones préoccupantes nécessitant des examens complémentaires, des tests supplémentaires et des biopsies dont les résultats ont été loin d'être satisfaisants. Fin novembre, l'équipe médicale de Catherine était confrontée à une réalité déchirante. Le cancer n'avait pas disparu. Il s'adaptait, évoluait, trouvant des moyens de persister malgré le traitement agressif qu'elle avait déjà subi. De nouveaux protocoles de traitement seraient nécessaires, plus intensifs, plus expérimentaux, et leurs résultats plus incertains. Malgré tout, Catherine a fait preuve d'une force quasi surhumaine.
Ceux qui l'ont accompagnée durant cette épreuve témoignent d'une femme déterminée à ne pas se laisser définir par sa maladie. Elle continue de s'investir dans ses œuvres caritatives, bien que discrètement. Elle lit chaque lettre de soutien. Elle participe aux décisions concernant l'éducation et les activités de ses enfants. Elle soutient William face à ses responsabilités grandissantes, tandis que sa femme se bat pour sa vie. Mais le prix à payer est indéniable. C'est un combat qui met à l'épreuve non seulement la force physique, mais aussi des ressources mentales et émotionnelles que personne ne devrait avoir à puiser dans ses réserves. Derrière les murs du palais, la façade dorée de la vie royale a toujours dissimulé des difficultés personnelles, mais rarement le contraste entre l'image publique et la réalité privée n'a été aussi saisissant. Derrière ces murs, la famille de Galles a vécu le pire cauchemar de toute famille, exacerbé par les pressions uniques liées à sa position. Le prince William, Future Roy, s'est retrouvé à jouer un rôle pour lequel aucune préparation ne l'avait préparé. Principal soutien et pilier émotionnel d'une épouse confrontée à une maladie grave, tout en s'efforçant de protéger leurs 3 jeunes enfants de l'horreur de la maladie de leur mère, William a opéré une transformation remarquable ces 11 derniers mois. Le prince, qui semblait autrefois se contenter de laisser Catherine gérer l'organisation quotidienne de la famille, s'est désormais impliqué de manière intime dans tous les aspects de la vie de ses enfants. Les rituels du matin, les trajets pour l'école, l'aide aux devoirs, les histoires du soir. Il a assumé ses responsabilités tout en gérant ses propres obligations royales grandissantes et en faisant face au déchirement émotionnel de voir la femme qu'il aime se battre pour sa vie. Ses amis le décrivent comme fonctionnant en pilote automatique, accomplissant ses tâches quotidiennes machinalement, rongé intérieurement par la terreur de l'avenir. Les enfants, George, Charlotte et Louis, ont été soigneusement protégés de la gravité de la maladie de leur mère, mais ils n'ignorent rien. George, Hans, comprend plus de choses que ses parents ne l'imaginent. Il a vu l'épuisement de sa mère. Il a remarqué quand elle est trop faible pour faire les activités qu'ils aimaient faire ensemble. Charlotte, 9 ans, est devenue presque protectrice envers Catherine, voulant l'aider d'une manière qui brise le cœur de ses parents. Louis, âgé de seulement 6 ans, sent que quelque chose ne va pas. Même s'il ne peut pas encore exprimer clairement de quoi il s'agit, la famille a consulté des psychologues pour enfants afin de savoir comment aborder ces conversations, comment être honnête sans les effrayer et comment les préparer à des éventualités qu'aucun enfant ne devrait avoir à envisager. L'école Lambrook, où sont scolarisés les 3 enfants, a été informée de la situation et leur apporte un soutien supplémentaire en toute discrétion. Les enseignants ont été informés des changements de comportement à surveiller, signes indiquant que les enfants pourraient éprouver des difficultés plus importantes qu'ils ne le laissent paraître à la maison. La communauté scolaire, réputée pour sa discrétion et son respect de la vie privée, s'est mobilisée autour des enfants Wales sans les faire se sentir différents ou mis à l'écart. Il s'agit d'un équilibre délicat qui exige une communication constante entre l'école et le palais de Kensington. Pendant ce temps, le roi Charles se trouve dans la situation particulièrement douloureuse de devoir faire face à son propre diagnostic de cancer tout en voyant sa belle-fille, qu'il considère comme sa propre fille, affronter un combat encore plus difficile. Le cancer du roi, découvert en février lors d'un traitement pour une hypertrophie de la prostate, nécessite un traitement continu mais est jugé gérable. Ses médecins se sont montrés prudemment optimistes quant à son pronostic, mais l'annonce de la détérioration de l'état de santé de Catherine a visiblement affecté le monarque. Il a multiplié ses visites privées à Adelaide Cottage, passant du temps avec William et les enfants et leur offrant tout le soutien et les conseils dont il est capable. La dynamique entre Charles et William durant cette crise a révélé la solidité de leur relation. Les tensions qui caractérisaient parfois leurs échanges par le passé ont disparu. Père et fils ont trouvé un terrain d'entente face à l'adversité. Ils se parlent quotidiennement, souvent plusieurs fois par jour, comparant leurs expériences de traitement, partageant des craintes qu'ils ne peuvent exprimer à personne d'autre et se soutenant mutuellement face à la solitude que représente le poids de la monarchie lors de crises personnelles. Charles a également veillé à ce que William assume progressivement davantage de responsabilités, le préparant à l'éventualité que les circonstances accélèrent le processus de succession d'une manière que personne ne souhaite envisager. La reine Camilla s'est révélée être un pilier de force inattendu. Son expérience personnelle, marquée par la maladie de son premier époux et de plusieurs amis proches, lui confère une perspective unique. Elle comprend l'épuisement, la peur et la culpabilité qui accompagnent la souffrance d'un être cher lorsqu'on est en bonne santé.
Camilla a passé beaucoup de temps avec Catherine, non pas pour parler de maladie ou de traitement, mais simplement pour être présente. Elles ont tissé des liens qui dépassent leur relation officielle, trouvant du réconfort dans une compréhension commune de ce que signifie aimer des hommes qui portent le poids de la monarchie. La famille royale au sens large s'est unie comme rarement auparavant. La princesse Anne, réputée pour son franc-parler et son éthique de travail sans faille, a discrètement accepté des engagements supplémentaires afin d'alléger la charge de travail de Charles et William. Le prince Edward et Sophie, duc et duchesse d'Édimbourg, ont multiplié leurs apparitions publiques et se sont montrés particulièrement présents en coulisses, apportant une aide concrète et un soutien moral précieux. Même les cousins royaux traditionnellement plus éloignés ont tendu la main, offrant leur aide dans la mesure du possible. Mais l'aspect le plus poignant de cette crise réside peut-être dans la réaction de ceux qui ont vécu des tragédies royales similaires. Les parallèles avec les épreuves traversées par la princesse Diana, bien que de nature différente, n'ont échappé à personne. La détermination de William à protéger Catherine et leurs enfants du cirque médiatique qui a ravagé la vie de sa mère s'est intensifiée. Il a pris personnellement en main la diffusion des informations, a insisté sur le respect de la vie privée lors de ses rendez-vous médicaux et a clairement indiqué que les limites concernant sa famille étaient non négociables. Le traumatisme de son enfance a influencé chacune de ses décisions durant cette crise, pour le meilleur et pour le pire. La réalité médicale. Pour saisir pleinement la gravité de l'annonce d'aujourd'hui, il est essentiel d'examiner la situation médicale de Catherine, en sachant que, même si le palais n'a pas divulgué de détails précis, le langage et le contexte fournissent des indices importants. Chez les femmes de l'âge de Catherine, le cancer, surtout lorsqu'il est découvert lors d'une intervention chirurgicale pour des problèmes apparemment sans lien, touche souvent les systèmes gynécologiques ou gastro-intestinales. L'agressivité du cancer, suggérée par la nécessité d'une chimiothérapie préventive suivie d'un traitement intensif prolongé, indique une maladie résistante au premier traitement. Le Dr. Sarah Mitchell, oncologue au Royal Marsden Hospital, qui n'a pas traité Catherine mais s'exprime sur ce type de cas en général, explique que lorsqu'un cancer requiert plusieurs protocoles de traitement, cela suggère soit un type cellulaire particulièrement agressif, soit une maladie ayant démontré sa capacité à échapper aux traitements initiaux. La chimiothérapie moderne est remarquablement efficace contre de nombreux cancers, mais certains types cellulaires développent des mécanismes de résistance, apprenant ainsi à survivre malgré l'environnement toxique créé par les médicaments de chimiothérapie. Dans ce cas, les oncologues doivent se tourner vers des approches alternatives, souvent en combinant différents agents chimiothérapeutiques, en ajoutant des thérapies ciblées ou en envisageant des options d'immunothérapie. La chimiothérapie préventive que Catherine a suivie consistait probablement en plusieurs cycles administrés sur plusieurs mois. Chaque cycle implique l'administration de médicaments puissants conçus pour détruire les cellules cancéreuses restantes, suivi d'une période de convalescence durant laquelle le corps se régénère avant le cycle suivant. Les effets secondaires: nausées, fatigue, chutée de cheveux, affaiblissement du système immunitaire, risque accru d'infection sont déjà éprouvants, mais c'est souvent le traumatisme psychologique qui s'avère le plus difficile à supporter. Savoir que des substances toxiques circulent dans vos veines, détruisant les cellules cancéreuses, mais affectant aussi les cellules saines. Espérez faire le nécessaire sans jamais en avoir la certitude avant les examens de contrôle. Ces examens de suivi, généralement effectués tous les 3 mois après la fin de la chimiothérapie, sont cruciaux. Les patients attendent avec une angoisse terrible les résultats qui confirmeront la rémission ou révéleront la nécessité d'un traitement supplémentaire. Pour Catherine, les examens réalisés fin novembre ont révélé cette dernière option. L'imagerie a révélé soit de nouvelles zones suspectes, soit une prolifération dans des régions qui auraient dû être saines. Ce constat a nécessité des biopsies supplémentaires afin de comprendre précisément ce qui se passait au niveau cellulaire. Les résultats de ces biopsies ont permis de faire l'annonce d'aujourd'hui. En cas de récidive ou de persistance du cancer malgré le traitement initial, la donne change radicalement. Les protocoles de chimiothérapie de première intention sont généralement les plus efficaces. Les traitements de deuxième et troisième intention présentent souvent des taux de réussite plus faibles et des effets secondaires plus importants. Les médecins doivent trouver un équilibre entre un traitement agressif et la qualité de vie, en gardant toujours à l'esprit que le patient ne lutte pas seulement contre la maladie, mais tente de préserver une vie aussi normale que possible. Pour Catherine, cela signifie des traitements qui ne la handicaperont pas complètement, mais qui présentent également des chances réalistes de succès.
L'équipe médicale réunie pour prendre soin de Catherine représente l'excellence en oncologie britannique. Des spécialistes du Royal Marsden, des consultants d'autres centres de cancérologie de premier plan et des experts en modalités de traitement spécifiques se réunissent régulièrement pour examiner son cas, discuter des approches possibles, envisager des essais cliniques et explorer toutes les pistes. Les médecins personnels du roi collaborent avec l'équipe de Catherine afin d'assurer la continuité des soins et le partage des connaissances acquises dans les deux cas. Cette approche collaborative représente ce que la médecine a de meilleur à offrir, mais elle souligne aussi la gravité de la situation. On ne réunit pas une telle équipe pour des cas simples. L'immunothérapie, une piste envisagée, constitue l'une des avancées les plus prometteuses dans le traitement du cancer. Ces thérapies consistent essentiellement à entraîner le système immunitaire du patient à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses. Chez certains patients, l'immunothérapie donne des résultats remarquables, même lorsque la chimiothérapie classique a échoué. Cependant, tous les cancers ne répondent pas à l'immunothérapie et il reste difficile de prédire qui en bénéficiera. L'analyse des cellules cancéreuses de Catherine afin de détecter des marqueurs spécifiques indiquant une potentielle réponse à l'immunothérapie a probablement fait partie de son bilan médical récent. Une autre possibilité, la thérapie ciblée, repose sur l'utilisation de médicaments conçus pour attaquer des mutations spécifiques présentes dans les cellules cancéreuses. Ces traitements peuvent être remarquablement efficaces et présenter moins d'effets secondaires que la chimiothérapie traditionnelle. Mais ils nécessitent l'identification de mutations génétiques spécifiques dans le cancer afin de pouvoir les cibler. Le domaine de l'oncologie de précision a connu des progrès spectaculaires ces dernières années, offrant un espoir là où il y en avait peu auparavant. L'équipe médicale de Catherine a très probablement procédé à un séquençage génétique approfondi de ces cellules cancéreuses afin d'identifier d'éventuelles mutations exploitables. Une monarchie en transition. L'annonce d'aujourd'hui ne touche pas seulement la famille Wales personnellement. Cela a des conséquences profondes pour la monarchie britannique en tant qu'institution. La famille royale fonctionne selon un calendrier minutieusement orchestré, planifié des mois, voire des années à l'avance. L'absence indéfinie de Catherine de ses engagements publics crée un vide difficile à combler. En tant que princesse de Galles et future reine consorte, elle occupe une place unique au sein de la hiérarchie royale, surpassant seulement le monarque et son époux en termes d'intérêt public et d'importance symbolique. Le défi pratique immédiat consiste à redistribuer les patronages et les fonctions officielles de Catherine. Elle est la marraine de nombreuses œuvres caritatives et organisations, dont beaucoup ont été soigneusement choisies pour refléter son intérêt pour le développement de la petite enfance, la santé mentale et les arts. Ces organisations dépendent du patronage royal non seulement pour le prestige, mais aussi pour les avantages en matière de collecte de fonds et la visibilité publique que ces relations engendrent. Si Catherine peut demeurer une marraine honorifique, son absence d'implication active pose problème. D'autres membres de la famille royale peuvent assumer des fonctions de représentation temporaire, mais le lien personnel de Catherine avec ses causes est irremplaçable. Les occasions officielles ajoutent une autre difficulté. Le calendrier de la monarchie comprend de nombreux événements où la présence des membres les plus importants de la famille royale est attendue. Visites d'État, réceptions diplomatiques, grandes commémorations nationales. La participation de Catherine à ces événements est devenue très attendue et appréciée. Son absence sera remarquée et ressentie. Si la reine Camilla peut assumer de nombreuses fonctions protocolaires, l'absence de la jeune génération, incarnée par Catherine, crée un déséquilibre dans la manière dont la monarchie se présente à la nation et au monde. L'impact sur le rôle du prince William est peut-être le plus significatif. En tant que futur roi, il assumait déjà progressivement des responsabilités accrues. La maladie de Catherine accélère considérablement ce processus. William doit désormais concilier son rôle de principal représentant public de la jeune famille royale, ses devoirs et le remplacement de Catherine dans ses engagements, tout en étant présent pour son épouse et ses enfants. C'est une situation inextricable qui exige une hiérarchisation constante des priorités et l'acceptation qu'il y aura toujours des choses à faire. Le roi Charles est lui-même confronté à un dilemme. À 76 ans et luttant contre un cancer, il ne peut pas simplement augmenter sa charge de travail pour compenser l'absence de Catherine. L'agenda du monarque est déjà soigneusement organisé pour concilier ses obligations constitutionnelles et ses besoins de repos et de récupération. Multiplier les engagements pourrait compromettre sa santé. Pour l'institution exige une présence royale visible.
Cette tension entre les impératifs de santé personnelle et les exigences institutionnelles soulève des questions fondamentales quant à la viabilité du modèle opérationnel de la monarchie moderne. La princesse Anne, princesse royale, se retrouve une fois de plus à devoir assumer des responsabilités supplémentaires. Connue comme la membre de la famille royale la plus active, si l'on en juge par le nombre de ses engagements annuels, Anne a discrètement pris en charge des responsabilités supplémentaires. Mais elle a 74 ans. Malgré leur dynamisme et leur engagement remarquable, les capacités d'une seule personne restent limitées. Il en va de même pour le prince Edward et Sophie, qui, bien qu'ayant accru leur visibilité et leur charge de travail, ne peuvent à eux seuls pallier l'absence de deux des membres les plus éminents de la monarchie. Cette situation a relancé le débat sur la pertinence d'une monarchie allégée, un concept que Charles défend depuis longtemps. L'idée, populaire en théorie, est qu'un noyau plus restreint de membres actifs de la famille royale permet de moderniser l'institution et d'en réduire les coûts. Mais la crise actuelle révèle la fragilité de cette approche. Face à la maladie ou à une crise personnelle, inévitable dans toute famille, une équipe réduite est moins à même d'encaisser le choc. Il n'existe pas de relève royale prête à prendre la relève. Ceux qui auraient pu assumer de telles fonctions ont été écartés ou ne l'ont jamais été. Leur intégration en tant que membres actifs de la famille royale soulève des questions constitutionnelles dont les implications, bien que non immédiates, méritent également d'être examinées. L'ordre de succession reste clair, Charles, puis William, puis George. Cependant, si William doit consacrer beaucoup de temps et d'énergie à s'occuper de Catherine et de leurs enfants, sa capacité à se préparer à la royauté s'en trouvera affectée. La formation et l'entraînement nécessaires à cette fonction, l'établissement de relations avec les ministres, la compréhension des dynamiques du Commonwealth, tout cela exige du temps et de l'attention dont William manque de plus en plus. Se pose également la question délicate de la succession en cas de scénario catastrophe. Bien que personne ne souhaite envisager de telles éventualités, la monarchie, en tant qu'institution, se doit de prendre en compte toutes les possibilités. Si la maladie de Catherine s'avère incurable, William devra un jour affronter la perspective de devenir roi célibataire et d'élever seul ses 3 enfants. Bien que des précédents historiques existent, les attentes modernes envers la monarchie diffèrent considérablement de celles des époques précédentes. Le public attache une grande importance à l'image de famille stable que représentent William et Catherine. La perte de la monarchie modifierait profondément son attrait et sa pertinence auprès des jeunes générations. Le Parlement et le gouvernement, tout en maintenant publiquement une distance respectueuse vis-à-vis des questions de santé royale, suivent la situation de près en privé. La stabilité de la monarchie est considérée comme un intérêt national. Toute perturbation significative des fonctions royales ou de la planification de la succession a des répercussions sur l'ordre constitutionnel britannique et le rayonnement international. Des discussions discrètes ont sans aucun doute lieu concernant des plans d'urgence, même si elles ne seraient jamais évoquées publiquement. L'opinion publique, cette force capricieuse qui peut faire ou défaire la monarchie moderne, s'est ralliée à Catherine, témoignant ainsi de sa popularité réelle. Les sondages la présentent régulièrement comme l'une des membres de la famille royale les plus admirées, incarnant une interprétation moderne réussie des traditions ancestrales. Sa maladie a suscité une vague de sympathie et d'inquiétude, mais la patience du public a ses limites. Si les fonctions royales se trouvent sensiblement réduites, si la monarchie semble incapable de remplir son rôle symbolique et cérémoniel, les interrogations quant à sa pertinence future pourraient se faire plus pressantes. La voie à suivre. Alors que le choc de l'annonce d'aujourd'hui commence à s'estomper, l'attention se porte inévitablement sur la suite. Pour Catherine, cela implique de se soumettre au protocole de traitement recommandé par son équipe médicale, consciente que chaque décision a un poids considérable. L'équilibre entre un traitement intensif et la qualité de vie devient primordial. Elle souhaite vaincre la maladie, mais aussi être présente et active au quotidien pour ses enfants. Trouver des traitements qui offrent un réel espoir de guérison tout en lui, permettant de continuer à être une mère épanouie, exige un équilibre délicat. La prochaine phase du traitement, qui devrait débuter dans les semaines à venir selon des sources proches du palais, sera probablement plus intensive que celle que Catherine a déjà subie. Qu'il s'agisse de chimiothérapie combinée, d'immunothérapie, de thérapie ciblée ou d'une combinaison de ces traitements, les effets secondaires seront importants. Gérer ces effets tout en préservant une vie de famille aussi normale que possible exigera un soutien considérable. La famille Wales dispose de ressources dont la plupart des patients atteints de cancer ne peuvent que rêver.
Des soins médicaux 24 heures sur 24, des chefs privés capables de préparer des repas adaptés aux besoins nutritionnels et à la gestion des nausées, du personnel de maison pour prendre en charge les tâches quotidiennes, devenues insurmontables pendant le traitement. Malgré toutes les ressources du monde, le cancer restait un combat facile. Le rôle de William dans les mois à venir sera donc crucial. Il doit être à la fois conjoint, soutien, père et futur roi. La pression qu'il subit est extraordinaire. Pourtant, ceux qui le connaissent bien disent qu'il puise sa force dans l'exemple de Catherine. S'il peut affronter le cancer avec dignité et détermination, il pourra relever le défi de la soutenir dans cette épreuve. Leur relation, mise à rude épreuve comme peu le sont, en ressortira soit plus forte, soit elle s'effondrera sous le poids des difficultés. Tout porte à croire que ce sera la première option. Le lien qui unit William et Catherine, forgé au fil de plus de 20 ans de vie commune, semble indéfectible. Pour George, Charlotte et Louis, les mois à venir façonneront leur compréhension de la famille, de la résilience et de la mortalité d'une manière qui les marquera à vie. Les psychologues pour enfants insistent sur l'importance d'une honnêteté adaptée à leur âge, du maintien d'une routine autant que possible, et de veiller à ce que les enfants sachent qu'ils peuvent exprimer leurs sentiments sans peser sur leurs parents. La famille Wales semble avoir adopté cette approche, en organisant des réunions familiales régulières où les enfants peuvent poser des questions et exprimer leurs inquiétudes. Ils veillent également à ce que, malgré tout, il y ait encore des moments de joie, des activités familiales et des rires. Le cancer est peut-être présent dans leur vie, mais il ne définit pas chaque instant. Le soutien de la famille royale au sens large restera essentiel. Les visites régulières des grands-parents, des cousins et des autres proches apportent une aide concrète et un réconfort moral précieux. Le calendrier royal sera adapté afin de permettre aux membres les plus âgés de la famille royale de consacrer davantage de temps à soutenir William et les enfants. Certains voyages internationaux prévus pourraient être reportés ou réaffectés. Les visites d'État pourraient être réduites. L'institution doit s'adapter à la réalité. L'une de ses figures centrales lutte pour sa vie. La stratégie de communication du palais de Kensington va également évoluer. L'annonce d'aujourd'hui marque un tournant vers une plus grande transparence concernant l'état de santé de Catherine. Si les détails médicaux précis resteront confidentiels, le public peut s'attendre à des informations plus régulières sur son traitement et son état de santé. Cette transparence remplit plusieurs objectifs. Elle permet de gérer les attentes du public quant à son absence, de réduire les spéculations et les rumeurs, et de donner à la nation le sentiment d'être liée au parcours de Catherine. L'alternative, qui consistait à tenter de préserver sa vie privée par le silence, s'est avérée intenable. Le calendrier d'un éventuel retour aux fonctions publiques demeure très incertain. Dans le meilleur des cas, Catherine pourrait assister à certains événements plus tard en 2025, probablement dans une mesure réduite. Des projections plus réalistes indiquent qu'une reprise significative des activités publiques ne se fera pas avant 2026, voire plus tard. Il existe aussi la possibilité qu'il faut envisager, même si c'est douloureux, que Catherine ne puisse jamais pleinement assumer ses fonctions royales comme avant son diagnostic. Cela représenterait un changement fondamental dans le fonctionnement de la maison royale galloise et de la monarchie. Les progrès de la médecine offrent un réel espoir. Les traitements contre le cancer continuent d'évoluer à un rythme remarquable. Des médicaments et des approches qui n'existaient pas il y a 5 ans sont désormais des traitements standards. Les essais cliniques permettent d'accéder à des thérapies de pointe. L'équipe médicale de Catherine a accès aux dernières avancées mondiales. Si les traitements expérimentaux s'avèrent prometteurs, elle sera parmi les premières à en bénéficier. L'argent et le statut royal ne garantissent pas la guérison, mais ils permettent d'accéder à tous les outils possibles dans la lutte contre le cancer. On ne saurait ignorer la dimension spirituelle du parcours de Catherine. En tant que future reine et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, sa foi a toujours été importante pour elle. Durant cette crise de la vie générale, elle est devenue encore plus centrale. La prière privée avec un membre du clergé, le réconfort trouvé dans les Écritures, le soutien d'une communauté de foi présente dans tout le pays. Autant d'éléments qui apportent un réconfort que la médecine seule ne peut offrir. Que l'on soit croyant ou non, le pouvoir de la foi pour soutenir les personnes dans l'épreuve est indéniable. À plus long terme, l'expérience de Catherine influencera inévitablement son futur engagement royal, si elle se rétablit suffisamment pour reprendre ses fonctions publiques.
Ayant surmonté une grave maladie, elle apportera une authenticité encore plus grande à son plaidoyer pour la santé mentale et à son soutien aux personnes confrontées à des crises médicales. Son patronage d'associations de lutte contre le cancer, qu'elle a soutenu par le passé, prendra alors une signification nouvelle et profonde. Elle pourrait devenir une voix puissante pour les patients confrontés au système de santé, pour le financement de la recherche et pour les structures de soutien émotionnel dont les familles touchées par le cancer ont désespérément besoin. Il y a aussi l'héritage qui s'écrit sous nos yeux. Quels que soient des résultats, la dignité de Catherine face à une pression inimaginable, sa détermination à protéger le bien-être de ses enfants, son refus de laisser la maladie la définir entièrement. Ces qualités résonnent bien au-delà des cercles royaux. Elle fait preuve d'un courage très moderne qui reconnaît sa vulnérabilité sans pour autant s'y soumettre. Les historiens futurs retiendront de cette période qu'elle a été déterminante, non seulement pour Catherine personnellement, mais aussi pour la manière dont la monarchie a géré la crise au 21e siècle. Le public britannique, et même des personnes du monde entier, se trouvent dans la situation inhabituelle de s'intéresser profondément à une personne qu'ils n'ont jamais rencontrée. Catherine a accompli un exploit remarquable. Elle a humanisé la monarchie, la rendant plus accessible tout en préservant sa dignité et son aura de mystère. Ce malady, cependant, fait tomber les derniers artifices et révèle une vérité fondamentale. La royauté n'offre aucune protection contre les épreuves les plus cruelles de la vie. En affrontant le cancer avec courage et honnêteté, Catherine nous rappelle à tout notre humanité commune. Suite à cette annonce bouleversante, l'incertitude règne. L'issue médicale reste incertaine. Il est impossible de prévoir l'avenir avec certitude. La seule certitude, c'est que Catherine continuera de se battre avec tous les moyens à sa disposition, que sa famille la soutiendra quoi qu'il arrive, et que tout un pays retient son souffle dans l'espoir de nouvelles positives dans les semaines et les mois à venir. Les prochains jours apporteront plus de précision, le palais s'adaptant à cette nouvelle réalité. Plus de rendez-vous médicaux, plus de décisions thérapeutiques, une gestion plus délicate de l'information publique face à la souffrance privée. Malgré tout, l'attention reste centrée sur une épouse, une mère et une fille qui se bat pour sa vie. Les titres et les couronnes s'effacent devant ce drame humain fondamental. L'annonce faite aujourd'hui par Buckingham Palace ne marque pas une fin, mais une transition vers une nouvelle phase, plus incertaine, du combat de Catherine contre le cancer. La lutte continue. L'issue reste inconnue. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer, prier et apporter notre soutien, même à distance, à l'une des figures les plus aimées de Grande-Bretagne qui affronte la plus grande épreuve de sa vie. L'histoire d'amour digne d'un conte de fées, qui a conquis le cœur du monde entier, traverse aujourd'hui sa période la plus sombre. L'issue de cette histoire reste à écrire, mais le courage dont elle fait preuve mérite notre plus profond respect et notre soutien.